Bien, bonjour à tous. Alors, pour dire d'où je viens, j'effectue ma recherche à l'Institut des matériaux Jean Rouxel. C'est un laboratoire qui est situé à Nantes, qui fait partie du réseau français sur le stockage de l'énergie, qui est dirigé par Jean-Marie Tarascon, et puis j'enseigne à l'Université de Nantes. Alors, je vais commencer par une brève introduction sur les accumulateurs au lithium, pour ceux qui ne sont pas familiers, même si on a déjà eu beaucoup d'informations avec le cours de Jean-Marie Tarascon. Donc, dans un accumulateur au lithium, on peut stocker de façon réversible de l'énergie électrique en énergie chimique par la mise en œuvre de deux réactions électrochimiques qui sont séparées et couplées. Alors, vous avez ici le dessin d'un accumulateur. Alors, lors de la décharge, par exemple, donc le matériau qui est à l'électrode négative va s'oxyder, libérant des électrons qui vont être collectés par le collecteur de courant et acheminés vers le circuit extérieur. Et dans le même temps, des ions lithium vont être expulsés de sa structure et vont migrer au travers du séparateur vers l'électrode positive. Donc simultanément, le matériau qui se trouve à l'électrode positive va se réduire, accueillir les ions lithium dans sa structure et récupérer les électrons qui auront été acheminés par le circuit extérieur qui en aura utilisé l'énergie pour nos applications. Alors, la quantité d'énergie qu'on peut mettre dans un accumulateur dépend de la quantité d'électrons qui peuvent être échangés. Donc, ça dépend de la chimie de ces réactions ici et de la différence de potentiel entre les deux électrodes qui dépend aussi de la différence de potentiel entre les réactions d'oxydoréduction qui surviennent aux différentes électrodes. Donc, vous voyez, on a des réactions qui sont couplées mais séparées. Alors, tout le travail du chimiste, et ça vous a été présenté par Jean-Marie Tarascon lors des deux cours précédents sur les accumulateurs au lithium, c'est de faire la synthèse de nouveaux matériaux qui présentent des capacités supérieures à celles des matériaux que l'on trouve dans les batteries commerciales, donc une capacité d'échanger un plus grand nombre d'électrons, et puis qui peuvent travailler à des potentiels plus élevés, notamment pour les matériaux d'électrode positive. Alors je ne vais pas plus rentrer dans le détail de ces matériaux qui sont listés ici. Ce sur quoi je vais insister, et qui fait l'objet de l'exposé, c'est que ces matériaux, pour qu'ils puissent fonctionner correctement, il faut les intégrer dans un environnement. Alors pourquoi? Eh bien, les matériaux d'électrode positive et d'électrode négative se présentent sous la forme de poudre. Vous avez des clichés ici de matériaux actifs d'électrode positive et d'électrode négative. Pourquoi? Eh bien, c'est pour minimiser la résistance interne de la batterie et avoir des réactions qui sont plus efficaces. En effet, la résistance à l'insertion des charges électrons et ions dans une particule, eh bien vous voyez, elle est inversement proportionnelle à la quantité de surface développée par le matériau actif. Donc, il est intéressant de diviser ce matériau actif. D'autre part, la résistance au transport des charges, donc électrons et ions à l'intérieur du solide, augmente avec la distance au carré que doivent franchir ces charges, soit avec le diamètre au carré des particules. Donc, pour optimiser les performances des batteries, les chimistes et les industriels sont arrivés à des tailles de particules pour les matériaux actifs qui sont données ici. Vous voyez, typiquement 1 micromètre pour les particules. On peut descendre à une centaine de nanomètres dans le cas de matériaux qui sont des très mauvais conducteurs. Et dans ces cas-là, ces matériaux sont mis en forme sous la forme de particules secondaires d'une dimension 10 micromètres dans laquelle les grains primaires de diamètre 100 nanomètres sont tous agglomérés les uns avec les autres. Alors, pour intégrer ces poudres dans une batterie, eh bien, il faut ajouter des additifs. Le premier des additifs que l'on ajoute, c'est un agent conducteur électronique. On voit ici un zoom d'une électrode composite, donc un cristal, ici un grain de matériau actif. Vous avez ici cette poudre de graphite colloïdale avec des grains de diamètre 50 à 100 nanomètres. Donc ce carbone, conducteur électronique, il est ajouté pour augmenter la conductivité électronique des électrodes. Parce qu'en général, ces matériaux d'électrodes actifs sont de mauvais conducteurs, ou s'ils sont bons conducteurs, les résistances d'interface aux jonctions entre les grains sont en général mauvaises en raison de la petitesse des contacts entre chacun des grains. Alors, dans notre électrode, on a maintenant un mélange de poudre, et ça n'a aucune tenue mécanique. Donc, pour former un film qui adhère sur le collecteur de courant, il faut ajouter un liant polymère, typiquement dans les batteries industrielles du polyfluorure de vinylidène, CH2F2. Donc, ce liant polymère, qui fait partie de la famille des plastiques, c'est une colle, on le voit ici, qui va tenir agglomérées ensemble toutes les poudres et tenir l'électrode adhérée sur le collecteur de courant. Donc, les électrodes de nos accumulateurs au lithium, ce sont des matériaux composites. On voit ici un cliché en microscopie à balayage d'une section d'électrodes composites d'épaisseur typiquement 30 à 100 microns. On va voir pourquoi. Il y a une raison bien précise à cela.
Ce composite est également poreux, comme l'a dit tout à l'heure Jean-Marie Tarascon, de façon à pouvoir être imprégné par l'électrolyte liquide, de façon à ce que la surface de chacun des grains soit accessible aux ions lithium qui sont dissous dans l'électrolyte. Alors, en première partie de l'exposé, on va voir le procédé de fabrication des électrodes de batterie. Il est résumé ici, donc il y a différentes étapes. La première étape, c'est la dispersion dans un solvant que l'on éliminera ensuite de toutes les poudres, donc le matériau actif, l'additif conducteur électronique, le liant polymère, pour former une encre qui est ensuite raclée sur le collecteur de courant dans une machine d'induction. Et ensuite, on va sécher cette encre, éliminer le solvant volatile, typiquement dans un four-tunnel chauffant. Et ensuite, on va se retrouver avec l'électrode déposée sur son collecteur de courant que l'on va densifier entre les rouleaux d'une calandreuse, ceci pour améliorer les contacts électriques entre les grains avec le collecteur de courant et également augmenter la densité de ce matériau pour augmenter la quantité d'énergie que l'on peut stocker par unité de volume. Alors, il est primordial en milieu industriel comme au laboratoire de bien contrôler toutes les étapes du procédé de fabrication des électrodes, car la qualité des électrodes, leur homogénéité, leurs propriétés mécaniques, leurs propriétés électriques dépendent énormément de toutes ces étapes. Et c'est quelque chose et de la qualité des électrodes va dépendre leur performance et la durabilité, la durée de vie des batteries. En effet, on rencontre différents problèmes lorsque l'on tente de fabriquer des électrodes par cette méthode-là. Certains de ces problèmes donc, sont notés ici, notamment des phénomènes d'agglomération des poudres. C'est visualisé ici sur ces images où on voit au microscope optique donc une encre diluée en écoulement, c'est un instantané, et sitôt que l'on cesse de brasser cette encre, vous voyez, toutes les particules vont s'agglomérer sous l'effet de forces attractives, les forces de Van der Waals. Il en résulte la formation d'agglomérats et on verra qu'après, on obtient des électrodes avec une morphologie qui n'est pas efficace. Surviennent également d'autres problèmes, notamment lors du séchage ou dans les réservoirs des machines d'induction, donc des problèmes de sédimentation des particules qui sont plus lourdes que le solvant. On voit ici donc une encre d'électrode au repos et suite au phénomène de flocculation, donc les particules ont sédimenté au fond du tube à essai. Et on peut aussi observer lors du séchage une migration du liant polymère qui est entraîné par le solvant, qu'on évacue pas par les moyens comme le four ou des aspirations. Et alors le liant, qui lui ne va pas s'évaporer, mais va se retrouver extrêmement concentré à la surface de l'électrode. Il résulte donc de ces problèmes, s'ils ne sont pas bien maîtrisés, des morphologies hétérogènes. Alors vous avez ici donc, des observations en microscopie électronique à balayage d'électrodes négatives à base de Li4TI5O12, dans le cas où les phénomènes d'agglomération n'ont pas été maîtrisés. Ici, ils ont été maîtrisés. Le matériau actif, Li4TI5O12, apparaît en blanc. Vous voyez, donc on a de très gros agglomérats. Et le noir de carbone apparaît en noir. On a également de très gros agglomérats. Vous allez voir plus tard pourquoi les performances de ce type de morphologie sont mauvaises. Dans le cas d'une électrode où on a eu une sédimentation des particules lors du séchage, eh bien vous voyez, on obtient ce type de morphologie. Ici, on observe la section d'une électrode avec proche du collecteur de courant les particules les plus grosses, qui sont les clusters de matériaux actifs, et près de la surface de l'électrode, les particules les plus fines, qui sont typiquement les grains de noir de carbone. Alors, quelle est l'incidence sur les performances ? On va regarder ici ces deux courbes, ces deux graphiques qui présentent les courbes de variation du potentiel lors de la décharge d'électrodes à base de LiFePO4. Vous avez le cas hétérogène ici, non homogène, et le cas homogène à droite. Alors, quelles sont les informations que l'on va retirer de ces courbes ? Tout d'abord, on va regarder ici la polarisation. C'est l'écart entre le potentiel à l'équilibre et le potentiel lors de la décharge. Cette polarisation, elle est attribuable cette chute de potentiel est attribuable à la résistance interne dans l'électrode. On va regarder aussi la capacité qui est restituée. On a différentes courbes ici, puisque ce que l'on fait varier, c'est la vitesse à laquelle on va décharger les électrodes. Alors, une vitesse de C, ici, ça correspond à une décharge en 1 heure. Une vitesse de 2C, ça correspond à une décharge en 1 demi-heure. Donc, quand on décharge en 1 demi-heure, on fait passer un courant plus élevé, donc on va avoir une polarisation plus élevée. Ce que l'on voit quand on compare les deux types d'électrodes, c'est que l'électrode hétérogène a une polarisation supplémentaire, une résistance interne plus élevée. Donc des performances médiocres, puisque la capacité restituée à même vitesse est plus faible, et une densité d'énergie moindre également, puisque le potentiel est plus faible. Et on verra pourquoi plus tard dans l'exposé. Dans le cas des électrodes où on a eu une sédimentation ou une migration du polymère, on rencontre souvent des problèmes de cohésion mécanique et des problèmes d'adhérence sur le collecteur de courant qui vont limiter la durée de vie de la batterie. Alors, on peut lutter
contre ces problèmes rencontrés lors de la fabrication des électrodes. Notamment, pour lutter contre les phénomènes d'agglomération, on peut utiliser ce qui est bien connu des formulateurs de peinture ou de vernis, des additifs, des dispersants, tels que par exemple ici dans les encres aqueuses, un polyacrylate d'ammonium, dont vous avez la formule ici, qui va venir s'absorber à la surface des grains et former une couronne répulsive qui va empêcher les grains de s'approcher trop les uns des autres et empêcher leur flocculation sous l'effet des forces de Van der Waals. Donc cette couronne répulsive, cette couronne a des propriétés répulsives parce que ces dispersants s'ionisent dans l'eau et on va trouver une charge électrique négative à la surface de chacune des particules qui vont alors se repousser. L'incidence de l'introduction du dispersant dans l'encre d'électrode est mesurée ici sur les performances des électrodes fabriquées à partir de ces encres. Donc on a la capacité ici pour une électrode à base de LiCO2, une électrode positive, pour différents régimes de charge. Donc pour une décharge en 20 minutes, on voit bien que la capacité augmente énormément lorsque l'on introduit du dispersant dans la formulation de l'électrode parce que les poudres sont mieux mélangées et on a un meilleur transport électronique, on va le voir. Par contre, vous noterez ici que lorsqu'on va à des concentrations dispersants trop élevées par rapport à cette concentration optimale, on a une chute des performances. Pourquoi? C'est parce que ces dispersants, ce sont des polymères, donc ils n'ont pas de propriété de conduction électronique, et donc ils vont former, lorsqu'ils sont en couche trop épaisse, eh bien ils vont ajouter des résistances supplémentaires et être pénalisants vis-à-vis des échanges électroniques entre les particules. Alors, pour lutter contre un autre paramètre qu'il est possible d'ajuster et qu'il est critique d'ajuster, c'est la concentration au solvant, ou la teneur en extrait sec de l'encre. Parce que cela va permettre de lutter contre le phénomène de sédimentation. Alors, ce transparent est un peu chargé, mais qu'est-ce que l'on a? On a ici à droite, on a ici sur ce graphique comment varie la capacité de décharge pour des électrodes qui ont été préparées avec différentes quantités de solvants. Donc, quand on a une concentration en solvant élevée, on a une encre qui est extrêmement diluée, qui va être de très faible viscosité, dans laquelle la vitesse de sédimentation des particules va être très élevée. Ce qui va produire des électrodes avec un gradient de concentration, une morphologie hétérogène. Vous voyez le matériau actif ici, les bâtonnets, l'additif conducteur et le polymère. Il en résulte des performances diminuées, puisqu'il n'y a pas d'échange possible entre ces différents matériaux. Alors, pour éviter ces phénomènes de sédimentation et diminuer la vitesse de sédimentation, ce qu'on va faire, c'est qu'on va concentrer l'encre, on va diminuer la quantité de solvant. Mais là, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir une encre plus visqueuse qui va être beaucoup plus difficile à mélanger. C'est ce qu'on observe ici par des clichés de microscopie optique, où l'on observe une encre préparée à la concentration en solvant optimale et une encre préparée avec une concentration en solvant trop faible qui devient, même en présence de dispersants, très difficile à mélanger. Donc les poudres sont mal mélangées, on a des paquets de noir de carbone et des paquets de matériaux actifs. Vous voyez que les performances électrochimiques les meilleures, la capacité la plus élevée, est obtenue pour cet optimum de propriété, vitesse de sédimentation diminuée, et ici, ce qui est reporté, c'est la contrainte seuil de l'encre, c'est la contrainte en millipascal qu'il faut imposer pour forcer la mise en écoulement de l'encre. Et ça, cette contrainte, eh bien, c'est l'outil de dispersion qui va l'imposer. Donc si la contrainte est trop élevée, on n'arrive pas à mélanger l'encre. Alors, j'aborde maintenant la deuxième partie de l'exposé, qui est le compromis énergie-puissance. Ça, c'est un verrou technologique important. On va l'aborder au travers de ce graphique que j'ai emprunté à mon collègue Mathieu Morcrette du LRCS d'Amiens. Sur ce graphique, on voit la densité d'énergie gravimétrique. C'est la quantité d'énergie qu'on peut stocker dans la batterie rapportée à la masse de la batterie, en tenant compte de tous les constituants qui rentrent dans la composition de la batterie, soit le matériau actif à la positive, à la négative, le séparateur, l'électrolyte, le liant, l'additif conducteur électronique et également les feuillards collecteurs de courant, l'aluminium à la positive, le cuivre à la négative, et l'emballage. Alors cette quantité est reportée en fonction de la capacité surfacique des électrodes. Ici, une capacité surfacique faible, ça correspond à des électrodes qui sont fines. Une capacité surfacique élevée à des électrodes qui sont épaisses. Alors on comprend que si on augmente l'épaisseur des électrodes, on va diminuer la proportion, la quantité de collecteurs de courant, la quantité de séparateurs qui séparent et supportent les électrodes, ce qui va permettre d'augmenter la densité d'énergie gravimétrique des batteries. Alors la technologie actuelle, elle est là. L'épaisseur maximale des électrodes que l'on a dans nos téléphones portables ou nos ordinateurs portables, c'est une centaine de microns. S'il était possible d'augmenter l'épaisseur des électrodes à 1 mm, on aurait un gain en termes de densité d'énergie
de plus de 50%. Ça veut dire, pour un véhicule électrique dont on parlait tout à l'heure, on passe d'une autonomie de 200 à 300 km. C'est ce qui serait considérable, mais malheureusement, la technologie, elle est limitée ici. Alors pourquoi? C'est analysé sur ce graphique ici, où ce que l'on reporte, c'est la capacité d'électrodes à base de LiFePO4 en fonction de la vitesse de décharge. Et on compare une électrode fine d'épaisseur 20 microns à une électrode épaisse d'épaisseur 100 microns. Alors ce que vous pouvez voir, c'est qu'à des régimes très lents, bien entendu, la capacité de l'électrode épaisse est plus élevée puisqu'on a plus de matériaux actifs. Mais quand on va vers des vitesses de décharge plus élevées, on passe d'une décharge en 10 heures à une décharge en 1 heure ou moins d'1 heure, eh bien, la capacité qui est délivrée par l'électrode épaisse chute drastiquement et devient inférieure à la capacité délivrée par l'électrode fine. Donc, pour nos applications où l'on souhaite parfois des décharges rapides, comme pour les outils portatifs ou les voitures électriques, on va avoir besoin d'accélérer et on a des pics de courant importants, eh bien, il est plus efficace d'associer plusieurs électrodes fines plutôt qu'une électrode épaisse. Mais il en résulte une densité d'énergie gravimétrique qui est limitée. Alors, pourquoi est-ce que les électrodes épaisses sont limitées cinétiquement? Pourquoi est-ce que les électrodes épaisses sont lentes? Pendant longtemps, les chimistes du solide ont pensé que c'était le transport de masse dans le solide, c'est-à-dire dans le matériau actif, qui était limitant. Et donc, ils ont travaillé à réduire la dimension des grains. Donc, dans les batteries actuelles, qui utilisent des matériaux actifs qui ont été optimisés par les chimistes et puis par les ingénieurs, eh bien, les expériences récentes montrent que les limitations cinétiques ne sont pas dans le matériau actif. C'est illustré ici sur cette expérience où on va regarder la décharge d'une particule unique de matériau actif. Cette décharge est réalisée dans une microélectrode à cavité. Donc cette particule de matériau actif de LiFePO4, donc vous voyez son diamètre ici, une quinzaine de micromètres, c'est une particule secondaire qui est un agglomérat de particules primaires. Et ce que l'on peut voir ici sur ce diagramme, je vais le traduire, c'est que cette particule ici peut se décharger en moins d'1 minute. Ici, un courant de 750 nanoampères, ça correspond à une décharge en 4 secondes. On est très très loin des durées dont on parlait pour les électrodes épaisses, où on a des limitations qui apparaissent à partir du moment où on fait des décharges inférieures à 1 heure. Alors, des travaux récents ont montré que les limitations sont en réalité attribuables au transport des charges dans l'architecture des électrodes composites. Ici, on s'intéresse à une électrode de batterie prismatique, de cellules prismatiques. Donc l'électrode ici est en noir, elle est sur son collecteur de courant, et vous avez ici cette espèce de petite protubérance qui est le drain par lequel les électrons vont être acheminés vers le circuit extérieur. Et ici, ce que l'on regarde, c'est une cartographie de l'état de l'avancement de la réaction à mi-charge dans cette même électrode. Donc j'ai rappelé ici l'équation de la charge. Donc le matériau LiFePO4 va s'oxyder en FePO4, libérant des ions lithium et des électrons. Donc, les ions lithium ils vont migrer perpendiculairement au plan du transparent, ici, au travers du séparateur, et les électrons vont être collectés et acheminés vers le drain. Alors ce que l'on voit ici, donc en rouge, vous avez le matériau FePO4, en bleu, le matériau LiFePO4. Donc ce que l'on voit, c'est que la réaction a eu lieu proche du drain, mais qu'elle n'a pas eu lieu loin du drain. Donc on en conclut que la vitesse à laquelle se produit la réaction est dépendante du transport électronique au travers de l'électrode. Dans cette autre expérience, donc la géométrie est différente. On s'intéresse à une batterie laboratoire, on appelle ça nous une pile-bouton. Donc vous avez ici un cliché de l'électrode déposée sur son collecteur de courant, on a la même réaction. Donc là, les électrons sont collectés sur le collecteur et puis le drain est en dessous et fait toute la surface du collecteur. Donc on n'a pas de limitation au transport électronique, ou tout du moins on en a moins que dans le cas précédent. Le graphe reporte la concentration en FePO4 dans l'épaisseur de l'électrode. Donc ici on est proche du séparateur, ici on est proche du collecteur de courant. Donc ce qu'on peut voir ici, c'est que la réaction a eu lieu majoritairement près du séparateur et qu'elle a eu lieu minoritairement, où l'avancement de la réaction est plus faible, proche du collecteur. Ce qui met en évidence ici qu'on a eu une limitation, que la vitesse à laquelle s'est produite la réaction est dépendante du transport ionique dans l'électrolyte, qui est confiné dans la porosité tortueuse de l'électrode. Puisqu'ici, les ions lithium peuvent être libérés et rapidement acheminés vers le séparateur. Ici, il existe une chute ohmique associée à la difficulté au transport des ions lithium au travers de l'électrode.
Alors, maintenant, pour aller plus loin, on va s'intéresser à essayer de quantifier les limitations cinétiques dans les électrodes composites. C'est abordé sur ce graphique où on représente ici toujours la capacité restituée en fonction du courant spécifique. Alors, ici, cette capacité, elle s'exprime en milliampères-heure, donc c'est une capacité par gramme de matériau actif. Donc, ce qu'on mesure, c'est l'efficacité de l'environnement de la matière active, en réalité. Cette capacité est représentée en fonction du courant spécifique, donc en milliampères par gramme de matériau actif. Lorsque l'on augmente le courant, on va vers des vitesses de décharge plus élevées, plus rapides. Alors, ce que l'on peut voir, premièrement, c'est que la capacité restituée diminue linéairement avec le courant, ce qui nous permet d'écrire cette équation et de faire apparaître un mystérieux facteur K, ici, qui est la pente de cette courbe. Et on peut voir que le facteur K, la pente, augmente lorsque on augmente l'épaisseur des électrodes. Et si on s'intéresse aux unités, ici des milliampères-heure par gramme, ici des milliampères par gramme, eh bien on s'aperçoit que ce facteur K a l'unité d'un temps. Et que ce temps, eh bien, il peut être vu comme le temps de réponse de l'électrode. Si le temps de réponse est faible, eh bien, la capacité restituée chute peu lorsqu'on augmente la vitesse de décharge. Alors maintenant, eh bien, on va essayer de donner un petit peu plus de corps à ce temps de réponse et voir quels sont les facteurs qui interviennent sur ce temps de réponse des électrodes. Donc on va l'écrire comme la somme de 3 termes, c'est arbitraire, mais on va tenir compte, on va regarder quelles sont la contribution du transport électronique dans l'électrode au temps de réponse de l'électrode, la contribution du transport ionique au travers de la porosité de l'électrode, et je vais laisser de côté la contribution de la matière active, puisque l'expérience de microélectrode à cavité que j'ai présentée tout à l'heure suggère que les limitations cinétiques dans les matériaux actifs commerciaux optimisés sont négligeables. Alors tout d'abord, le transport électronique. Il est compliqué dans une électrode composite, parce qu'une électrode composite, c'est un matériau granulaire, avec des millions de particules par unité de surface, donc des millions de contacts, et à chaque contact, sa résistance de contact. Donc on va avoir une résistance de contact voilà, à l'interface avec le collecteur de courant, des résistances de contact eh bien, dans l'électrode et également eh bien, à l'intérieur des clusters de matériaux actifs. Alors commençons par la résistance de contact qui est peut-être la plus importante, qui est celle observée à l'interface entre l'électrode et le collecteur de courant. Alors, on voit ici 2 collecteurs de courant desquels on a retiré l'électrode pour les visualiser. Alors, la résistance à l'interface, elle dépend de 2 termes en réalité. Premièrement, la résistance de constriction. Cette résistance de constriction, elle est attribuable à la petitesse des contacts entre les grains de matériaux actifs qui sont posés sur la surface lisse du collecteur de courant. Alors, pour diminuer cette résistance de constriction, une stratégie simple employée par les ingénieurs consiste à calandrer l'électrode, à l'écraser sur le collecteur de courant. Et vous voyez ici donc un collecteur de courant sur lequel on a écrasé l'électrode. Vous voyez l'empreinte des particules. Ce faisant, on augmente considérablement la surface de contact entre l'électrode, les grains qui constituent l'électrode et les collecteurs de courant. Et vous voyez ici l'incidence du calandrage sur la réponse, la capacité restituée par une électrode à base de LiFePO4 lorsqu'on augmente le courant. L'effet est phénoménal. Donc industriellement, on va toujours calendrer les électrodes. Le deuxième facteur qui limite la résistance d'interface, c'est le film passivant qui se situe à la surface du métal. Donc dans le cas de l'aluminium, c'était une alumine qui se trouve à la surface de l'aluminium. Alors très simplement, pour diminuer cette contribution, on peut décaper la couche d'alumine et la remplacer par un film stable vis-à-vis de l'air qui serait un film de carbone conducteur électronique. Et là, on voit l'incidence de ce procédé. Ici, c'est la capacité d'une électrode à base de LiFePO4 qui est cyclée à un régime très rapide. Donc 5C, ça fait des charges et des charges en moins de 12 minutes chacune. Et vous avez reporté l'évolution de cette capacité en fonction du nombre de cycles. Donc vous voyez, dans le cas du collecteur de courant tel qu'on le prend, après élimination du film passivant et remplacement de ce film par un film de carbone conducteur. Alors, le deuxième facteur important vis-à-vis du transport électronique, il est analysé sur ce transparent. Ce qui est reporté, c'est dans le cas d'une électrode à base de LiV3-8, donc c'est un matériau d'électrode positive, c'est comment varie la conductivité électronique, ce sont les courbes en symbole noir ici, et comment varie la capacité restituée, ce sont les courbes en symbole blanc, en fonction de la fraction volumique en noir de carbone, additif conducteur que l'on a ajouté dans l'électrode. Vous voyez que quand on ne met pas de noir de carbone, en réalité, il n'y a pas de capacité.
Quand on en met juste un tout petit peu, ici, on a une capacité qui est à 50 mAh par gramme, soit 5 fois inférieure à la capacité nominale. Quand on met plus de noir de carbone, plus qu'une quantité critique qui est repérée ici comme ce phi C, qu'on appelle seuil de percolation, eh bien, à ce moment-là, on a un saut de conductivité électronique et on a un saut de capacité et on trouve la capacité nominale. Au-dessus du seuil de percolation, il y a suffisamment de carbone pour former des chemins conducteurs électroniques dans tout le volume de l'électrode, ce qui permet à chacun des grains de matériau actif de fonctionner et de délivrer sa capacité. Si on est en deçà du seuil de percolation, il y a seulement quelques chemins conducteurs et donc seulement une fraction du matériau actif peut fonctionner. Ceci parce que le matériau actif est lui-même mauvais conducteur électronique, ou alors s'il est bon conducteur électronique, les contacts sont trop résistifs entre les grains. Alors, eu égard à ce problème de seuil de percolation, les chercheurs et ingénieurs ont eu l'idée de remplacer le noir de carbone, comme sur cette image ici, par des additifs conducteurs avec des formes telles que des fibres, comme des nanotubes de carbone ou des nanofibres de carbone, qui, du fait de leur géométrie, peuvent plus facilement, à des teneurs inférieures, former un réseau percolant dans l'électrode. Ça permet de diminuer par 2, typiquement la quantité de carbone, ça dépend du diamètre des grains. Il y a un autre avantage aux nanofibres et nanotubes de carbone, c'est une meilleure durabilité dans le temps de la conductivité électronique dans l'électrode. En effet, lorsque les grains de matériaux actifs vont insérer et désinsérer du lithium, pour les matériaux standards, on a des petites variations de volume, de quelques pourcents, ce qui provoque des micro-déplacements à l'intérieur de nos batteries. Et puis, quand on laisse tomber notre téléphone par terre, ou par malheur notre ordinateur par terre, ça produit un choc sur la batterie, ce qui provoque aussi des déplacements à l'intérieur des électrodes. Et à ce moment-là, on va perdre des contacts lorsque ces contacts sont de particule à particule. Par contre, si on utilise des fibres ou des tubes pour transférer les électrons, on va perdre moins facilement ces contacts. Donc les additifs conducteurs électroniques de type nanofibres et nanotubes de carbone permettent une meilleure longévité des batteries. Alors je veux juste attirer votre attention sur les dimensions ici de ces additifs, une dizaine de microns de long, et pour les nanofibres de carbone, de l'ordre de 100 nanomètres de diamètre. Pour les nanotubes, on a plutôt 10 à 20 nanomètres de diamètre. Alors, une fois qu'on a construit un réseau percolant d'additifs conducteurs électroniques, on n'est pas au bout de nos peines. Encore faut-il qu'il y ait beaucoup de contacts entre ce réseau conducteur électronique et la masse active. On peut le comprendre ici sur ce schéma et sur ce dessin, et on va se souvenir de l'importance du procédé de fabrication des électrodes. Si on a un noir de carbone qui est mal dispersé, à ce moment-là, cela va générer une polarisation supplémentaire à l'insertion du lithium. Pourquoi? Parce que pour qu'un ion lithium soit inséré ici, il faut qu'on ait une compensation de charge, donc un électron soit disponible. S'il n'est pas amené par un grain de carbone, il va falloir que l'électron chemine à l'intérieur du matériau actif, qui est mauvais conducteur, ce qui va générer une polarisation supplémentaire et une chute de potentiel. Donc on peut, des considérations théoriques qui permettent d'avancer que la résistance à l'interface entre le réseau formé par le noir de carbone et la matière active est inversement proportionnelle à la densité de contact, c'est-à-dire la quantité de contact par unité de surface développée par la poudre. Alors dans le cas des matériaux qui sont mauvais conducteurs, une stratégie a été proposée, notamment par Michel Armand, en particulier pour le matériau AlFePO4, qui est d'enrober chacun des grains de matériaux actifs par un film très mince de carbone amorphe conducteur électronique. Comme ça, on se retrouve dans une situation à tous les coups telle que celle-ci. Il faut imaginer une continuité ici de ces grains de carbone qui permettent de distribuer les électrons à toute la surface du matériau actif. Alors, je vais terminer donc cette partie sur le transport électronique en évoquant des résultats récents qui sont très importants, parce qu'ils nous donnent une meilleure compréhension des propriétés de transport dans les électrodes composites, transport électronique, et ces résultats, on les doit à Jean-Claude Badeau et Olivier Dubrinfo, qui ont développé la spectroscopie diélectrique large bande. Alors cette technique, vous allez voir qu'elle est très intéressante. On reste ici sur le matériau LiFePO4. Donc, je répète son architecture, on a le grain de LiFePO4 et il est entouré d'un film de conducteur, d'un film mince de carbone amorphe. Ce LiFePO4 dans les électrodes se présente sous la forme de cluster que l'on image ici et qui est dessiné là où on a une continuité du carbone amorphe qui entoure les grains. Et dans l'échantillon, ces clusters sont empilés les uns sur les autres. Alors,
la spectroscopie diélectrique à large bande, son grand intérêt, c'est qu'elle nous donne accès à, après quelques manipulations et quelques réflexions, donc la conductivité à toutes les échelles. Alors, la conductivité dans ces matériaux, elle est attribuable à l'existence de zones bien particulières qui sont des nanocristallites de graphite, des nanodomaines de carbone hybridé sp2, qui sont de très forte conductivité, 10 000 Siemens par mètre. Ensuite, on peut mesurer avec cette technique la conductivité dans l'enrobage de carbone. Donc cette conductivité est 1000 fois plus faible. Pourquoi? Parce qu'il existe des défauts qui sont des zones de carbone hybridées sp3 qui ne sont pas conducteurs électroniques, donc les électrons doivent sauter au-dessus de ces défauts pour aller de nanocristallites de graphite en nanocristallites de graphite et ainsi se déplacer. Alors, quand on compare la conductivité dans l'enrobage de carbone à la conductivité des clusters, on voit qu'on n'a pas une grosse chute, seulement un facteur 10. Ceci grâce au fait que le réseau de carbone est percollant dans le cluster, malgré le fait que la teneur en carbone soit très faible dans l'échantillon, moins de 5%. Par contre, on a une chute de conductivité plus importante lorsqu'on passe de l'échelle des clusters à l'échelle de l'échantillon. Cette chute de conductivité, elle est attribuable, encore une fois, à la petitesse des contacts, l'étroitesse des contacts entre chacun des clusters. On a ici, si vous voulez, un petit peu des goulots d'étranglement qui font des freins terribles à l'échange d'électrons entre chacun des clusters. Alors, l'intérêt de cette technique, c'est qu'elle va dire aux chimistes qu'il faut faire un enrobage de carbone avec moins de défauts, et elle va dire à l'ingénieur qu'il est nécessaire soit de calendrer l'électrode pour multiplier les contacts entre les clusters, ou ajouter un additif conducteur électronique pour former des ponts conducteurs supplémentaires entre les clusters. Et vous mesurez ici l'intérêt de la technique, et vous allez le mesurer encore plus si je vous dis qu'avant l'emploi de cette technique, on ne pouvait mesurer que la conductivité de l'échantillon. C'est-à-dire que toute cette information ne nous était pas connue. J'en viens maintenant donc à la quatrième partie, qui est le transport ionique, dont a parlé Jean-Marie Tarascon tout à l'heure. Alors, ici, commençons par une équation. C'est l'équation qui donne le temps nécessaire au lithium pour diffuser au travers de l'électrode, donc dans l'électrolyte qui est confiné dans la porosité de l'électrode. L'électrolyte ici apparaît en rose. Alors, ce temps de diffusion du lithium, il dépend d'un certain nombre de facteurs, donc l'épaisseur de l'électrode, le coefficient de diffusion du lithium dans le solvant, la porosité de l'électrode qui est remplie par l'électrolyte et alpha, un exposant de tortuosité. Alors, dans une électrode qui est bien calandrée, dans laquelle le transport électronique est excellent, on peut postuler que le temps de réponse de l'électrode puisse être égal au temps de diffusion du lithium dans cette électrode. Alors, on va regarder maintenant dans la littérature si on trouve des évidences de ce postulat. On va commencer par s'intéresser au coefficient de diffusion du lithium dans l'électrolyte. Alors là, je n'ai pas de résultats qui impliquent directement le coefficient de diffusion du lithium. J'ai simplement quelque chose qui est une mesure indirecte du coefficient de diffusion du lithium, c'est la viscosité de l'électrolyte. Puisque plus la viscosité va être élevée, plus la diffusion va être lente dans l'électrolyte. Alors ce qu'on observe ici, ce qui est reporté, c'est toujours pour une électrode à base de LiFePO4, c'est l'évolution de potentiel au cours de la décharge à une vitesse de 2C, donc une décharge en une demi-heure, pour des électrodes assez épaisses, 70 microns. Et ceci dans deux électrolytes différents, donc un électrolyte EC-DME, dont la viscosité est presque 2 fois plus faible que celle de l'électrolyte EC-DEC. Donc vous pouvez voir que la capacité restituée est plus élevée dans l'électrolyte de plus faible viscosité, ce qui met bien en évidence l'incidence du coefficient de diffusion du lithium dans l'électrolyte. Alors, puisqu'on a cette relation entre la diffusion et la viscosité, on peut tous noter que la viscosité augmente terriblement lorsqu'on diminue la température. Donc, tous les problèmes de fonctionnement des batteries à basse température dans lesquelles la cinétique de diffusion des ions est extrêmement ralentie. Deuxième paramètre, l'épaisseur de l'électrode. On a vu que le temps de diffusion doit théoriquement augmenter avec l'épaisseur au carré. Donc, ce qui est représenté ici, c'est dans le cas d'une électrode LiFePO4 de faible porosité, dans lequel on va accentuer les limitations au transport ionique, le temps de réponse de l'électrode en fonction du carré de l'épaisseur de l'électrode. On voit ici que le temps de réponse de l'électrode varie linéairement avec le carré de l'épaisseur de l'électrode, ce qui met bien en évidence qu'on a affaire ici que l'électrode est cinétiquement limitée par la diffusion du lithium dans sa porosité. On peut voir aussi que lorsque l'on diminue la porosité, le temps de réponse de l'électrode augmente, puisqu'on rend la diffusion plus compliquée.
Alors ce troisième paramètre, il est étudié ici, sur ce transport un peu chargé, mais on va y aller tranquillement. Est représenté ici sur ce graphique le temps de réponse d'électrode, toujours à l'IFPO4, et également, alors temps de réponse de l'électrode en rouge, et le temps pour la diffusion du lithium en noir. Et ces temps sont donnés pour des électrodes de porosité décroissante dont on a diminué la porosité en les calendrant. Alors ce qu'on peut voir, c'est que pour les électrodes de faible porosité, porosité inférieure à 35%, eh bien, le temps de réponse de l'électrode coïncide avec le temps de diffusion du lithium. Temps de diffusion qui a été calculé avec l'équation théorique en faisant intervenir eh bien, l'épaisseur de l'électrode, la valeur du coefficient de diffusion du lithium dans le solvant, la porosité de l'électrode, donc tout ça sont des grandeurs mesurées, et alpha un exposant de tortuosité. Alors, donc ce qui montre bien l'incidence de la porosité sur la cinétique de diffusion du lithium. On remarque aussi sur ce graphe que pour les électrodes de forte porosité, porosité supérieure à 35%, le temps de réponse de l'électrode est largement plus élevé que le temps de diffusion du lithium, ce qui montre que là, ce qui est limitant, ce n'est pas la diffusion du lithium. Ce qui est limitant, c'est le transport électronique, puisque dans une électrode qui est mal calandrée, on a mal ajusté bien, tous les contacts entre les particules, on a une mauvaise interface avec le collecteur de courant, et on le démontre, on le vérifie, en reportant ici le temps de réponse de l'électrode, qui est là en vert, et en le comparant à la résistivité électronique de l'électrode. On voit que le temps de réponse de l'électrode est d'autant plus élevé que la résistivité électronique de l'électrode est élevée. Donc ce que nous dit ce graphique aussi en haut, c'est que finalement l'optimum de performance qui est obtenu pour le temps de réponse le plus faible de l'électrode est obtenu pour le meilleur des compromis. Le meilleur des compromis entre le transport ionique et le transport électronique. Et on y reviendra, c'est important. Alors le dernier paramètre, c'est le coefficient de tortuosité. La tortuosité, cela exprime le fait que dans une électrode, eh bien, les ions ne peuvent pas se déplacer en ligne droite, ils doivent contourner les particules. Et d'où, dans la littérature, on peut observer que eh bien, si les particules ont un facteur de forme, sont anisotropes, eh bien, cela va compliquer la diffusion dans l'électrode, ça va augmenter le facteur de tortuosité, ça va être pénalisant pour la cinétique des électrodes. Un autre facteur que l'on trouve dans la littérature, c'est la proportion de petites particules et de liants polymères. Ce qui est illustré ici, on peut avancer, mais ça n'est pas démontré, que plus on va diminuer la taille des particules, et ici donc, les petites particules sont attribuées le noir de carbone, plus on va multiplier les interactions possibles entre les ions et la surface des particules. Et ces interactions eh bien, sont susceptibles de freiner la diffusion des ions au travers de ces surfaces. De la même façon, un liant polymère peut localement augmenter la viscosité du solvant en absorbant du solvant, ce qui va aussi freiner le transport des ions. Donc géométrie et physico-chimie sont à l'origine de la tortuosité des électrodes. Alors pour terminer sur cette partie, je précise que c'est seulement depuis peu que l'on a des informations sur la tortuosité des électrodes, puisqu'il a fallu mettre en œuvre des moyens extrêmement lourds pour accéder à des valeurs de tortuosité. Ces moyens sont des lignes de lumière synchrotron qui ont permis d'obtenir des images tridimensionnelles de l'architecture des électrodes. Alors, il faut non seulement faire ces mesures sur les lignes de lumière synchrotron, à Soleil, ici pas loin, enfin, on pourra bientôt le faire à Soleil, mais il faut aussi développer des algorithmes pour traiter les images et, en quelque sorte, les quantifier pour extraire des valeurs de porosité et ensuite pouvoir faire des calculs de tortuosité. Donc, ce sont des traitements expérimentaux et mathématiques très lourds pour accéder à des valeurs de tortuosité et nous aider à optimiser la géométrie des électrodes. On aborde donc l'avant-dernière partie de l'exposé, dont on a déjà un tout petit peu parlé au début, où on s'intéresse aux propriétés mécaniques des électrodes. Alors, les propriétés mécaniques des électrodes, c'est le boulot du liant polymère. C'est mis en évidence sur ces deux clichés. Ici, un cliché en microscopie électronique à balayage, où on voit une électrode qui a été décollée de son collecteur de courant partiellement suite à un choc. Et vous voyez ces fibrilles ici de matière molle qui retiennent encore un petit peu l'électrode sur son collecteur de courant, ça c'est le polymère. On peut regarder aussi ici ce cliché en microscopie électronique à transmission. On voit vraiment un détail, l'échelle c'est 5 nanomètres, donc un grain de carbone. Ici un grain de LiFePO4, et puis vous voyez ici peut-être ce petit ménisque de matière amorphe, c'est le liant polymère qui fait le lien entre les deux particules. Et on comprend tout l'intérêt de ce lien si l'on se souvient, pour les physiciens, qu'un gap de quelques nanomètres, c'est-à-dire une ouverture de quelques nanomètres entre ces deux particules, c'est isolant pour le transport électronique.
d'où l'intérêt du polymère pour maintenir à touche-touche toutes ces particules. Alors malheureusement, la compréhension des propriétés mécaniques des électrodes composites de batterie, c'est le parent pauvre dans notre domaine, parce que jusqu'à présent, parce qu'il y a eu très peu d'études fondamentales. Ce sont essentiellement les ingénieurs industriels qui ont fait des études et qui ont employé des tests macroscopiques assez qualitatifs. Par exemple, le test de rayure, où on va venir voir pour quelle force on peut enlever un copeau d'électrodes du collecteur de courant. Un test de flexibilité, où on va entourer l'électrode sur son collecteur de courant sur un cylindre, et on va venir écraser le cylindre et voir pour quel écrasement l'électrode s'écaille du collecteur de courant. Ou alors un test de pelage, où on va venir adhérer un scotch ici sur l'électrode et voir pour quelle force on peut arracher l'électrode du collecteur de courant. Donc tout ça, ça permet de classer les électrodes les unes par rapport aux autres, mais ça ne renseigne en aucun cas sur les mécanismes à l'origine de l'adhésion. Donc pour essayer de comprendre les propriétés mécaniques des électrodes, il faut faire appel à des modèles qui ont été développés dans d'autres domaines, pour expliquer, donc des modèles micromécaniques, pour expliquer les propriétés des matériaux composites structuraux. Alors en France, ces modèles ont été développés par Constantinou Creton ou Jean-François Gérard, dans toute la mouvance de Pierre-Gilles de Gênes, qu'on a bien connu ici au Collège de France. Alors, ces modèles, qu'est-ce qu'ils nous disent? Que la résistance des composites dépend de la résistance des interfaces, et que la résistance des interfaces, ça dépend de deux paramètres. La quantité de chaînes polymères connectrices qui traversent les interfaces et qui créent des liens entre les interfaces, et la force de liaison qui ancre ces chaînes polymères de part et d'autre des interfaces. Alors si on transfère ces modèles à nos électrodes composites, on peut proposer le schéma suivant, c'est que la résistance mécanique des électrodes va dépendre de la quantité de chaînes polymères qui sont absorbées entre les particules et le collecteur de courant, et des liaisons chimiques ou physiques qui ancrent ces polymères à la surface des particules ou du collecteur de courant. Et effectivement, on voit dans la littérature que lorsqu'on augmente la quantité de liants, c'est-à-dire qu'on augmente la quantité de chaînes polymères ici, lorsqu'on augmente la taille des grains, c'est-à-dire qu'on diminue la quantité de surface développée par les grains, donc on va augmenter la densité de chaînes connectrices encore une fois, ou lorsqu'on ajoute des fonctions chimiques sur les liants polymères qui sont capables de réagir avec les oxydes des particules ou du collecteur, on va augmenter les propriétés mécaniques. Alors l'incidence des propriétés mécaniques, le rôle des propriétés mécaniques des électrodes est extrêmement bien mis en avant par la problématique des matériaux tels que le silicium ou l'étain, sur lesquels on a eu beaucoup d'études récemment. Alors pourquoi? Donc ces matériaux, comme écrit ici, sont capables de former de façon réversible des alliages avec le lithium. Donc vous voyez ici que dans cette réaction, la quantité d'électrons échangés par unité formulaire est bien supérieure à la quantité d'électrons échangés dans la réaction par laquelle le graphite, qui est le matériau standard d'électrode négative, se litie. D'où une capacité spécifique, il ne faut pas se laisser prendre au piège par ces chiffres-là, mais une capacité spécifique 10 fois supérieure avec des matériaux comme le silicium comparativement au graphite. Mais la contrepartie de ces capacités très élevées et de ces réactions d'alliage, c'est un gonflement de volume important des particules. Bah oui, parce qu'il faut passer de 4Si à 4Si plus 15 atomes de lithium. Donc les variations de volume pour cette réaction-là, pour les particules de silicium, ça peut atteindre 270%. Et c'est visualisé ici, donc là il s'agit plutôt d'une particule d'étain, où on voit la particule d'étain telle qu'elle, et puis une fois qu'elle a formé ses alliages avec le lithium, donc au cours de la charge de cette électrode. Vous voyez la variation de volume. Alors, avec quels additifs conducteurs, avec quels liants polymères, construire une électrode qui puisse endurer réversiblement ces variations de volume? Le premier mouvement a été de sélectionner en tant que liant polymère un élastomère, un caoutchouc, un polymère qui soit capable de se déformer réversiblement sans se dégrader plusieurs cycles de fois, comme on le ferait avec un bracelet élastique, de façon à pouvoir supporter réversiblement ces variations de volume. Mais quand on a regardé comment variaient les performances des batteries fabriquées avec les élastomères, on a vu que la rétention de capacité, la capacité reportée là, en fonction du nombre de cycles, était très faible. Légèrement supérieure à celle obtenue avec le polyfluorure de vinylidène, qui est le liant optimisé pour l'électrode de graphite, mais très médiocre. Vous voyez, on part d'une capacité à 1600 mAh par gramme et au bout de 80 cycles, on n'a plus que 200. Quelle n'a pas été notre surprise à tous de constater que les meilleures rétentions de capacité étaient obtenues avec des liants comme la carboxyméthylcellulose ou l'acide polyacrylique,
qui sont des liants incapables de se déformer de façon réversiblement au-delà de quelques pourcents. Quand on fait des tests mécaniques, j'insiste là-dessus, sur des films massifs de ces polymères. Alors pourquoi des liants aussi rigides sont-ils capables d'accommoder des variations de volume et des déplacements de particules aussi importants? Donc il y a différentes expériences qui ont été faites partout dans le monde. Alors premièrement, des techniques spectroscopiques comme la spectroscopie infrarouge ou la résonance magnétique nucléaire nous ont montré qu'il existait des interfaces, à l'interface entre le silicium, qui est recouvert d'une couche d'oxyde de silice ici, d'une couche de silice, qu'il existait une combinaison d'interactions spécifiques extrêmement favorables à l'interface entre les particules de silicium et la carboxyméthylcellulose. Deux types de liaisons peuvent être formées. Alors, à la surface de la silice, on a des silanols, et ces silanols peuvent se condenser au séchage avec les fonctions acide carboxylique portées par la carboxyméthylcellulose ou l'acide polyacrylique pour former des liaisons esters. Donc on a un accrochage covalent des chaînes polymères, d'où, si on se souvient du modèle présenté précédemment, micromécanique, une adhérence forte à l'interface entre les particules de silicium et le liant polymère. Deuxième type de liaison, des liaisons hydrogènes. Et ça, l'intérêt des liaisons hydrogènes, c'est que ce sont des liaisons faibles mais qui sont réversibles, qui, un peu à la manière des bandes velcro, eh bien, adhèrent, peuvent se défaire et réadhérer de façon réversible. Donc ces liaisons hydrogènes sont à l'origine de liaisons adhésives, repositionnables, autoréparables. Donc une combinaison de liaisons qui sont favorables au maintien de l'adhérence et à bien accommoder les variations de volume. Alors ce n'est pas tout. D'autres expériences ont permis d'approfondir la raison pour laquelle il était possible, avec des polymères rigides, d'accommoder des variations de volume importantes. Alors ici, ce graphique, il est un peu compliqué. Il mélange la rhéologie des encres et l'électrochimie des batteries. Ce qui est reporté ici, c'est la viscosité relative d'encre d'électrode préparée avec un mélange de carboxyméthylcellulose et d'élastomère. Alors, une viscosité relative élevée témoigne d'interactions attractives entre les particules qui, ça c'est la science des polymères nous le dit, peut être attribuée à la formation de ponts entre les particules. Et vous voyez que la carboxyméthylcellulose est très efficace pour former des ponts dans l'encre d'électrode entre les particules. Et vous pouvez voir aussi que la capacité réversible au premier cycle des électrodes fabriquées avec ces encres varie comme la quantité de ponts qui a été formée dans l'encre d'électrode. Donc on comprend ici que la CMC peut former des ponts entre les particules et que c'est à l'origine du maintien de la capacité. Ensuite, des simulations numériques ont été conduites par ma collègue Manuela Cervello à Nantes et qui montrent quelle est la conformation qu'adoptent les chaînes de carboxyméthylcellulose entre les particules. Les chaînes s'enroulent autour des contacts en adoptant une conformation de type spirale. Donc cette conformation est extrêmement favorable pour supporter les variations de volume puisque cette spirale ici peut comme un ressort se déployer et sans dommage supporter les variations de volume. Enfin, donc, des mesures en microscopie à force atomique ont prouvé la réversibilité de l'adhésion entre deux surfaces de silice, une bille de silice et un wafer de silicium, en présence de carboxyméthylcellulose. Donc on prouvait, et le tout étant immergé dans un électrolyte de batterie, donc on prouvait la réversibilité de cette adhésion et que cette adhésion se manifestait sur des distances extrêmement grandes, jusqu'à 500 nanomètres. Alors pour obtenir un bon cyclage des électrodes à base de silicium, le liant polymère ne suffit pas. Il faut aussi jouer sur l'additif conducteur et introduire des agents conducteurs spécifiques dont on a déjà parlé pour certains. Alors pour le silicium micrométrique, dont la taille des grains c'est de 1 à 5 microns, il est très avantageux d'utiliser des mélanges de nanofibres de carbone et de nanotubes de carbone. Alors les nanofibres de carbone, vous vous rappelez leur dimension, 10 microns de long, elles sont parfaites pour créer un réseau percollant dans tout le volume de l'électrode. Et en plus, comme elles sont nanométriques, elles sont flexibles, donc elles vont pouvoir accommoder les variations de volume des grains de silicium. Et on leur ajoute des nanotubes de carbone qu'on voit ici. Ce sont ces petites ficelles, ces petits spaghettis qui sont enroulés autour des nanofibres et qui enveloppent aussi les grains de silicium. Donc les nanotubes de carbone, qui sont eux aussi flexibles, vont pouvoir récupérer les électrons et les distribuer des fibres aux grains de silicium. Donc on a un réseau percollant électrique, hiérarchique et flexible. Dans le cas du silicium nanométrique, où là les tailles de grains sont d'une centaine de nanomètres, cette stratégie ne fonctionne absolument pas. Par contre, ce qui marche bien, c'est de structurer l'électrode avec des feuillets de graphène.
qui vont modifier le champ de répartition de contraintes dans l'électrode et qui forment aussi donc, des surfaces avec des propriétés de conduction électronique sur lesquelles vont pouvoir rouler, se déplacer les particules au gré de leur variation de volume et de leur déplacement. Pour avoir une meilleure cyclabilité, il faut aussi jouer sur le collecteur de courant. Donc ici, un feuillard de cuivre, tel qu'on peut l'utiliser pour les anodes de graphite, pour les électronégatifs de graphite, et ici un feuillard de cuivre qu'on a texturé avec des réactions électrochimiques. Et vous voyez que l'on améliore la rétention de capacité en fonction du nombre de cycles, quand on rugosifie le collecteur de courant, ce qui permet un meilleur ancrage mécanique. Pour des électrodes, alors ici, vous voyez le grammage, on a des grammages faibles, seulement 0,7 mg de silicium par centimètre carré, ce n'est pas très important, industriellement ce n'est pas intéressant. Si on veut aller à des grammages plus élevés, on commence à aller dans ces grammages-là, 2, 3, 6, 8, 10 mg par centimètre carré, on n'a aucune cyclabilité pour des électrodes déposées sur des feuillards de cuivre. Ce qu'il faut, là, on augmente la durée de vie, ce qui est reporté ici, c'est le nombre de cycles avant la fin de vie de la batterie. C'est utiliser dans ce cas-là des collecteurs de courant qui sont structurés, tridimensionnels, comme des mousses de cuivre. Vous avez ici un cliché d'une mousse de cuivre vide et que l'on a remplie avec une électrode de silicium. Voilà, alors j'en arrive aux conclusions de mon exposé. Donc j'espère vous avoir montré l'importance de la formulation d'électrodes, dont le but est de construire autour des matériaux actifs un environnement qui permettent à ces matériaux de fonctionner le plus efficacement possible et le plus durablement possible. On a vu le procédé de fabrication des électrodes, on a vu le compromis énergie-puissance qui fait intervenir les limitations cinétiques des électrodes épaisses, transport des charges, transport d'ions, transport des électrons au travers de l'architecture, et on a vu l'importance des propriétés mécaniques des électrodes avec l'exemple flagrant du silicium. Je pense qu'il ne vous aura pas échappé que tout est affaire d'optimisation méticuleuse. Les meilleures performances sont obtenues systématiquement pour le meilleur des compromis. On va chercher à augmenter la quantité de liants polymères pour augmenter les propriétés mécaniques, mais si on met trop de liants polymères, on va créer des couches résistives dans l'électrode, on va pénaliser le transport électronique. On va chercher à augmenter la quantité d'additifs conducteurs électroniques, mais dans ce cas-là, on va aussi augmenter la tortuosité dans l'électrode et pénaliser le transport ionique. On va chercher à calendrer l'électrode pour avoir une meilleure interface avec le collecteur de courant, mais on va aussi pénaliser le transport ionique. Donc, les meilleures performances sont obtenues pour le meilleur des compromis. On a vu aussi, vous l'avez sans doute remarqué, que la formulation d'électrodes, ça requiert une approche multidisciplinaire. On a navigué au travers de la science des dispersions solides-liquides, science des colloïdes, science des polymères, physico-chimie aux interfaces, physique du transport des charges, mécanique des matériaux. Donc ça rend le problème passionnant, mais en même temps extrêmement compliqué. Mais l'enjeu est de taille. Vous avez vu que si on pouvait réaliser des électrodes plus épaisses, on aurait un gain en densité d'énergie 50%. C'est une direction de recherche importante qui est orthogonale à celle développée par les chimistes, comme Jean-Marie Tarascon, pour chercher des matériaux avec une plus grande capacité intrinsèque ou des tensions de fonctionnement plus élevées. Alors, dans cette voie-là, ce qu'il faut chercher maintenant, c'est des stratégies. On ne va pas rechercher le meilleur des compromis, mais on va chercher à optimiser chaque propriété sans toucher, sans pénaliser les autres. Alors, par exemple, au niveau du transport électronique, ce que cherche à faire mon collègue Joël Gobéchet à Nantes, c'est, dans des électrodes que l'on ne sera pas obligé de trop calendrer, introduire des jonctions moléculaires conductrices qui permettront de diminuer, donc ça c'est sur le plan de la théorie, la résistivité des jonctions locales. Alors pour ça, il faut faire de la synthèse organique, de la chimie fine organique, pour utiliser des molécules avec des corps conducteurs électroniques et greffer à chacune de leurs extrémités des pieds qui permettront leur ancrage sur les additifs conducteurs électroniques et sur les particules de matériaux actifs. Par rapport au transport du lithium, il faut chercher de nouveaux procédés de fabrication des électrodes pour générer des porosités de faible tortuosité, sans pénaliser le transport électronique. Alors je reporte ici un travail fait à l'université de Delft, qui a utilisé du bicarbonate de soude avec un facteur de forme particulier, qui est introduit dans l'étape de fabrication des électrodes. Donc on peut ensuite, une fois qu'on a fabriqué l'électrode, la calendrer, la densifier pour optimiser tous les contacts électroniques, et ensuite on va éliminer ces additifs porogènes avec il y a leur facteur de forme fibreux ici, de façon à créer des canaux directs qui vont diminuer énormément la porosité et faciliter le transport par rapport à une électrode telle que celle-ci. Il faut aussi développer des outils de simulation numérique pour mieux comprendre les phénomènes d'agglomération dans les encres,
ou alors mieux comprendre le champ de répartition des contraintes mécaniques dans les électrodes. Ici, c'est la simulation des lignes de force dans un métaux granulaire, par exemple un béton. Ça a été développé par les chercheurs dans le domaine du génie civil. On aurait tout intérêt à récupérer leurs modèles pour les appliquer à nos électrodes composites, pour comprendre leurs propriétés mécaniques et pour comprendre aussi comment se fait le transport électrique. Enfin, n'oublions pas de développer des outils de caractérisation. Mais là, le challenge est important. Il est résumé ici sur ce cliché en microscopie électronique à transmission. Vous voyez l'échelle, où on voit un grain de carbone, un grain de matériau actif, un morceau de fibre de carbone, un ménisque de liant polymère, et puis une cavité ici où on aura tous les ions et le solvant. Il s'agit de venir caractériser la matière à cette échelle-là et toutes les interactions à cette échelle-là. Donc voici donc les références bibliographiques sur lesquelles je me suis appuyé pour illustrer cet exposé. Je représente ici donc la quantité de papier paru par année sur la problématique de la formulation d'électrodes. Vous voyez que c'est une science en croissance, mais qui n'a réellement démarré de façon exhaustive que vers les années 2000, alors que les premières batteries ont été commercialisées en 1990 par Sony. Et voilà, puis je voudrais remercier tous les collègues avec lesquels j'ai travaillé, et puis Jean-Marie Tarascon qui m'a permis de venir vous parler ici de cette science de la formulation d'électrodes, et vous remercier pour votre bienveillante attention.